voudrais démarrer un petit peu justement cette conférence. On parlait des mesures récentes sur la densification douce, sur élévation verticale, artificialisation de certains territoires sur des territoires déjà occupants. Lorsque ces mesures sont tombées ou lorsque vous les avez apprises, quelle a été votre analyse, peut-être sur le plan général, peut-être en tant qu'homme politique, mais aussi sur votre mission au sein de la métropole angevine, Monsieur Brancourt? Je pense que c'est vraiment sans doute le cœur du sujet, de savoir comment est-ce que dans les années, si on travaille un peu sur le moyen terme, cette question de la densification, elle est vraiment essentielle, puisqu'on va avoir une pression de plus en plus forte sur l'accès au foncier en extension qui représente... alors moi, je suis un peu comme vous, je ne suis pas aussi affûté que certains sur ces chiffres-là, mais j'ai en tête que ça représente quand même aujourd'hui, dans la moitié de la production, elle se fait en extension. Et donc là, on est en train de mettre un énorme coup de frein sur la possibilité de construire en extension dans les années qui viennent. Donc il va y avoir une pression là-dessus. Et donc ça va se reporter sur le renouvellement. Et le renouvellement, c'est de la densification. Et la densification, il y a un sujet d'acceptabilité qui n'est pas du tout simple à gérer. Alors déjà pour nous les élus, mais pour tous nos concitoyens en fait. Donc ce sujet-là, il est vraiment, je pense, stratégique. Alors après, il suffit pas de dire à Paris, vous pourrez construire 2 étages de plus, vous pourrez déroger, vous aurez des primes si vous le faites, etc. Il va falloir que ça se passe bien et qu'on l'accompagne et que voilà, nous à Angers, on en parlera peut-être après, c'est ce qu'on essaye de faire à notre manière, mais ça va quand même être un sujet compliqué à porter. Mais il faudra le porter. Compliqué dans le sens où l'addition des solutions va-t-elle répondre aux besoins de logement? On reviendra tout à l'heure sur la notion de logement et emploi, mais est-ce que, selon vous, Monsieur Rousseau, l'addition des solutions telles qu'elles sont présentées, alors ok, il va y avoir des décrets d'application, le temps que ça rentre en effet, mais est-ce que vous pensez que ça peut répondre aujourd'hui tel que sur la complexité qu'évoquait M. Brancourt? Alors l'addition, oui, en partie. Bien l'addition. En ce qui concerne la surélévation, c'est très bien. Je pense que c'est vraiment à la marge chez Epsilon par rapport à ce dont on a besoin. Il faut trouver le bâtiment qui le permet. Et souvent on est en copropriété. Parfois il y a déjà 3 étages, on peut en faire un de plus par rapport au coût et au prix de vente potentiel, parce qu'il ne faut pas oublier le prix de vente potentiel que le marché peut absorber. Bon, maintenant ça a beaucoup monté à Angers. Autant il y a 5-7 ans, c'était même pas la peine d'envisager la surélévation, puisque financièrement c'était pas valable. Intellectuellement c'est sympathique de se dire on va pas reconsommer du terrain, on peut faire 1-2 étages en plus, c'est très bien, mais pour solutionner ça suffit pas. C'est la densification sur des terrains disponibles, ou alors aujourd'hui par exemple des maisons des années 60, je prends un exemple, c'est le cliché, mais des années 70 qui consomment pas mal de terrain puisqu'il y a un sous-sol et juste un étage. Là on s'aperçoit que effectivement l'acceptabilité des riverains fait que c'est compliqué pour les élus. Roch, on en parle souvent. Je sais que votre métier n'est pas facile pour cette partie-là, parce qu'il y a un égoïsme en fait de chacun. On était en réunion de riverains informels il y a peu de temps avec mon frère, des gens d'une 60aine d'années qui ne voulaient pas qu'on fasse un R+3 plus attique. Je n'ai plus exactement la hauteur. Je leur expliquais, dans le même temps, vous n'êtes pas content que vos enfants de 35 ans ils aient à payer 4 500 € du mètre carré. Un type 3, alors qu'ils ont un enfant, ils devraient pouvoir prétendre à un type 5. Et vous ne voulez pas qu'on fasse R+3 et demi, quelque chose de très très... en tout cas, à mon sens, acceptable. Évidemment, on ne va pas mettre un R+4, +5 rue Alnou sur un axe beaucoup plus large le long du tram. On peut se permettre d'autres choses. On n'est pas des super densificateurs, mais voilà, il faut que chacun se prenne en main et participe et soit pas toujours dans l'opposition. On a peur du changement, alors que bien souvent, je pense qu'on va prendre l'exemple de l'avenue Patton le long du tram, un peu de densification va permettre de faire vivre des commerces de proximité, ce dont tout le monde a besoin en ville pour éviter de se déplacer. Et il faut un minimum, tout en étant respectueux du territoire et du quartier. Mais voilà, c'est un effort de pédagogie qu'il faut faire aussi, que les élus doivent faire et que nous aussi on doit faire.
Vous parliez de complexité et de disparité, mais avec le volet que vous avez aussi au niveau d'Action Logement, Régis, est-ce que vous sentez qu'il y a des disparités suivant les territoires, justement sur cette production de logements, peut-être en lien avec l'emploi, mais d'une manière générale, on sent qu'il y a un peu une France à deux vitesses. Peut-être que Paris regarde un petit peu d'en haut, mais on sent qu'aussi au niveau des élus, cette perplexité joue sur des territoires qui n'ont pas la même équité. Oui, et bon, les élus sont là pour être élus et on voit bien les blocages que ça peut engendrer à certains endroits. Donc automatiquement, si je prends ma casquette Action Logement, nous on essaye de coller aux demandes que l'on a. Et s'il n'y a plus de demandes, ça devient un petit peu plus complexe. Mais on s'aperçoit aussi que cette hyper-métropolisation, je regardais les chiffres, a peut-être un peu ses limites. Et là, on y est. J'en ai grandement l'impression. Et peut-être qu'il va falloir qu'on attache un petit peu plus d'importance. Enfin, ça va aller dans ce sens-là avec effectivement, si je veux employer des gros mots comme celui du ZAN, d'avoir une meilleure répartition sur les territoires, là où il y a eu des territoires abandonnés. Donc il y a forcément des logements à reconstruire, des friches à trouver. Mais pour ça, ça nécessite autour de rendre ces territoires attractifs au niveau de tout, quoi, au niveau des mobilités, au niveau de l'activité. Mais on est dans un territoire chanceux à ce niveau-là. On a quand même une dynamique économique qui reste très très importante. Et effectivement, ça crée des tensions partout sur ce lien emploi-logement. On évoque souvent le partage de la valeur entre les métropoles, enfin c'est à l'ordre du jour, partage de valeur entre métropoles et villes moyennes, puisque 80% du PIB est capté par les métropoles. Et l'emploi, et le logement se trouve souvent dans des villes moyennes adjacentes. Est-ce qu'il est à l'ordre du jour de dessiner de nouvelles coopérations entre les villes moyennes étant devenues presque un gros mot, puisqu'on parle maintenant de villes à taille humaine, pour employer un euphémisme. Comment on dessine de nouvelles coopérations, de nouvelles connexions entre justement métropole et villes moyennes? Est-ce que c'est quelque chose qui peut permettre d'être une sortie de crise ? En tout cas, je pense que de toute manière, c'est une solution de ce qu'évoquait Régis, c'est-à-dire d'avoir un développement qui soit équilibré entre des polarités, on va dire, qui ne soient pas uniquement métropolitaines, mais d'autres polarités. Et alors après, ça s'organise. Mais nos outils, nos moyens pour l'organiser sont pas forcément parfaits. Je m'explique. Il y a quand même encore et toujours une concurrence entre les territoires. C'est certain, il y en aura toujours. C'est normal, vous voulez attirer les emplois, vous voulez attirer la richesse, la valeur, et vous avez tendance à vous dire que ceux que vous aimeriez bien ne pas voir venir chez vous, c'est ceux qui sont nuisants, qui sont moins qualitatifs, etc. Ça, c'est la première remarque. Donc cette concurrence entre les territoires, elle existe toujours. Première chose. Deuxième chose, pour se déplacer entre les territoires, pour développer dans les villes, on va dire déjà développer les villes de 40, 50 000 habitants, voire même les villes de 10 000 habitants, etc. Il faut aussi qu'il y ait des bons services de mobilité entre les territoires, parce que vous n'allez pas mettre certains services publics ailleurs que dans les métropoles, je pense notamment aux centres hospitaliers, à ce genre de choses. Donc il faut travailler beaucoup sur les mobilités. Mais ça, je pense qu'on est dans la bonne direction, on est dans la bonne voie dans notre région, il y a pas mal de choses qui se font. Et après, il y a quand même des motifs qui poussent tous les territoires à mieux coopérer. La première chose, c'est quand même le ZAN. Je pense que moi, je fais partie des gens qui sont convaincus que cette réforme, elle est plutôt, en tout cas cet objectif qui est assez contraignant quand même, est quand même un bon objectif. Parce que l'étalement urbain pose énormément de difficultés, on voit bien qu'on est au terme et il va engendrer énormément de changements de posture, de paradigme dans la manière d'appréhender les problèmes. Il va pousser les territoires à mieux s'organiser entre eux.
Alors, c'est pas garanti, hein, mais à un moment, si vous voulez sur le long terme ne pas vous épuiser dans un combat pour capter du foncier, il va bien falloir s'entendre avec les voisins, mieux répartir les efforts, etc. Et puis l'autre chose, c'est que nos habitants, nos populations, de toute manière, elles ont... alors dans les métropoles déjà, on va aussi atteindre une limite à la capacité à densifier dans les métropoles. Il y a de plus en plus dans les métropoles, hein, nous on le vit en tant qu'élus, on voit bien que le niveau d'acceptabilité de la densification, il est quand même, il est pas illimité, quoi. Et donc on peut densifier, c'est ce qu'on fait à Angers, c'est ce qu'on fait, hein. On densifie, mais on travaille les projet par projet, et donc on peut pas partir avec un PLU en se disant bon bah j'ai un PLU qui me donne des droits, on y va, quoi. Ça peut pas marcher comme ça. Si on veut densifier en scalant comme ça, en scalant sur le règlement, c'est insuffisant. Donc il faut l'accompagner. Et donc forcément c'est un peu plus lent, etc. Et puis ça permet pas d'aller aussi vite et aussi loin. Avec un dialogue avec les autres. Alors donc déjà dans les métropoles, de toute manière, on va pas pouvoir, je pense, y arriver. On va pas pouvoir absorber tout ce que le ZAN va engendrer comme non-constructibilité, si je puis dire. Et donc derrière, il va bien falloir que les autres territoires prennent leur part. Et eux-mêmes, ils en ont besoin s'ils veulent avoir un avenir. C'est ce qu'évoquait Guillaume sur l'attractivité, la dynamique. Donc je pense que c'est quelque chose qui va se construire. Et puis après, à travers les SCOT, les PLU, à travers les travaux qu'on mène sur les questions de mobilité, sur les questions de zonage. Par exemple, on travaille à des échelles assez larges sur les grands fonciers industriels. Si on veut encore avoir la capacité d'attirer sur notre territoire, Maine-et-Loire en général, des grands industriels sur des grands fonciers. Hier, on se tirait la bourre avec les territoires voisins. Aujourd'hui, on en parle ensemble. Et on va beaucoup plus, par exemple, si on est sondé par des opérateurs, faire une offre coordonnée sur le sujet. Donc je pense que ça va dans le bon sens. Et en plus, dans l'Ouest et en Maine-et-Loire en particulier, on a quand même plutôt cette culture et cette philosophie de travailler ensemble plutôt que de se concurrencer. C'est peut-être ça la spécificité angevine. Je pense que c'est pas que angevin, mais après on essaye aussi d'être meilleur que les autres là-dessus. Voilà, c'est vrai, on essaie de le faire. Roch évoquait la RE 2020 comme étant une mesure qu'on ne remet plus en cause, bien évidemment, parce que c'est une mesure salutaire au regard des enjeux climatiques. Mais est-ce que j'ai entendu parfois que au-delà de la RE 2020, il y a une réglementation qui est instaurée dans certains PLU qui va un petit peu au-delà, pas Angers, mais est-ce que vous avez un regard là-dessus sur le fait que la réglementation pousse parfois les feux un petit peu plus, un peu trop loin? C'est un petit aparté que je vous fais là, mais... Ouais, alors moi je ne suis pas technicien, la RE 2020 je la maîtrise pas complètement et surtout ce qui est prévu pour 25-28, mais on a vu quelque chose de très intéressant tout à l'heure, c'est le schéma des consommations théoriques et des consommations réelles. Moi c'est juste une question, je me demande, on est arrivé déjà à un niveau de consommation très faible. On voit bien que quand théoriquement on est très bas, la réalité elle est plus haute. Alors déjà il y a peut-être les calculs qui sont pas très bons, il y a le changement d'attitude des occupants, quand on consomme très peu, bon, on se met un peu plus de confort peut-être. Et les études dans d'autres pays montrent que justement on met un petit peu plus de confort. Voilà, ce donc qui va au final de l'objectif. Construire encore plus isolé, ça forcément un coût carbone parce qu'on met un peu plus de matière, je pense, je ne suis pas encore une fois un technicien. Donc est-ce que en plus au regard de la conjoncture actuelle, c'est pas le moment de faire une petite pause? Je pense qu'on est déjà pas mal, et qu'est-ce qu'on va gagner en consommant beaucoup plus à la construction? C'est juste purement personnel, sans chiffres. Voilà. La même question, parce que vous aviez un passé au niveau de la Fédération française du bâtiment, qui est encore récente. Est-ce que vous avez un regard qui porte justement sur cette réglementation? Moi, cette réglementation, je pense
qu'au départ, elle est pavée de bonnes intentions et je pense qu'il faut quand même, en tout cas, la soutenir. Il ne faut surtout pas revenir en arrière. On a une trajectoire à tenir au niveau des accords de Paris, au niveau transition écologique. Par contre, effectivement, je n'ai pas dit que c'était une bonne chose d'aller au-delà, mais déjà de tenir cette réglementation, ça me semble indispensable. Et de mon point de vue, on voit par contre effectivement les niveaux et les moyens des investisseurs comme des particuliers pour pouvoir acheter ces logements qui sont malgré tout toujours un peu plus chers. C'est un petit peu ce que j'ai vu. Et c'est là où ça peut coincer. C'est-à-dire que là, on est rendu effectivement à un niveau qui me semble le niveau maximum. Mais de mon point de vue, il y a quand même des pistes qu'on n'a pas encore complètement explorées et qui sont des pistes qui peuvent se mettre en place, des pistes de massification, des pistes d'industrialisation. Il y a tout un tas de choses et qui peuvent aller vers cette tenue de la RE2020, cette décarbonation. Mais il suffit juste d'accepter, c'est là où Guillaume l'a un petit peu évoqué, de changer nos habitudes, de faire des projets peut-être un petit peu répétitifs. Peut-être que si on va un petit peu plus loin dans tous les territoires, on y arrivera un petit peu plus facilement. Mais je pense que sincèrement, on n'est pas encore allé au bout de l'histoire. Et par contre, au niveau de cette RE 2020, effectivement, déjà, essayons de la mettre en œuvre sans en rajouter un petit peu plus. Oui, bien sûr. Ouais, sur le sujet, tout à l'heure, je parlais plutôt du ZAN, mais sur la réglementation énergétique, ou c'est ça, hein, RE, c'est énergétique. Je pense qu'effectivement, environnemental, il faut qu'on soit attentif. Là, on parle déjà de la RE 2025. Et moi, je suis quand même un petit peu je me questionne sur le rythme auquel on veut avancer, qui a peut-être été conçu à une époque très récente où beaucoup d'indicateurs favorisaient la capacité à pousser les curseurs très très loin. D'ailleurs, je trouve que votre indicateur Oloma, il est assez intéressant parce qu'on voit que finalement, sans trop s'en rendre compte ou sans trop le dire, on était dans une période très très favorable puisque les taux baissaient, les prix montaient, mais ça amortissait un petit peu la hausse des prix. Bon, là, on est revenu à des taux un peu plus normaux finalement. Parce que 4%, 5%, c'est pas non plus une aberration d'avoir un coût de l'argent à ce niveau-là. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on soit attentif, et je rejoins quand même ce que dit Guillaume sur le fait qu'il faut qu'on soit attentif à pas être dans la surenchère. Voilà. Alors après, c'est un problème aussi politique, parce qu'aujourd'hui, le premier qui sort du bois en disant attention, on va peut-être faire une pause, on va peut-être suspendre, voilà. Vous avez compris qu'à ce moment-là, vous devenez climaticide en moins d'une demi-heure. Hein. Et si en plus vous êtes ministre de la transition écologique, chargé de chapeauter le ministère du logement, alors là, vous êtes cloué au pilori très rapidement. Donc il faut qu'on arrive, nous les politiques, à bien conduire cette dynamique. Mais quand on voit la situation aujourd'hui, moi dans vos courbes là, il y a quelque chose qui m'a frappé aussi, c'est si on enlève la partie Covid, depuis 2019, finalement les paliers diminuaient, quoi. Vous voyez. Et donc je trouve que or il se trouve que les prix augmentaient en même temps. Donc ce serait intéressant d'analyser ça en faisant fi du pic 2020-2021 du Covid qui était peut-être un peu un effet de rattrapage. Si on lisse, on se rend compte qu'il y avait peut-être une baisse tendancielle alors qu'on sait qu'il y a un besoin de production. Donc c'est intéressant, je pense, de se questionner sur les raisons plus structurelles de cette tendance un peu baissière qui était antérieure à la période Covid quand même. Voilà. Est-ce que c'est lié à la problème de foncier, disponibilité, difficulté à produire, je dis pas que voilà, il y a plein de choses. Hein. Aussi. Voilà, il y a plein de phénomènes, mais il faut qu'on regarde ça, quoi, quand même. On parlait de conduite du changement qu'il faut accueillir et accepter. Les villes qui ont été construites dans le passé ne tenaient pas vraiment compte de la notion de mixité fonctionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un sujet pour reconstruire la ville sur la ville, mais est-ce que la mixité fonctionnelle, je ne parle pas de la mixité sociale bien sûr, mais la mixité fonctionnelle, comment on fait quand on est un élu sur un territoire comme Angers pour justement insuffler cette dynamique dans ses vies quotidiennes ?
Alors, je suis pas très à l'aise avec le concept de mixité fonctionnelle. Je crois que je comprends ce que ça veut dire. Oui, bureau, on essaye de le faire avec plein d'injonctions contradictoires. Ouais. Parce que tout le monde veut vendre, tout le monde veut que sa parcelle soit zonée en habitat. Je veux dire, tous les promoteurs, dès qu'il y a une parcelle qui est zonable, sur laquelle on peut faire de l'habitat, vont de fait conduire à ce que ce soit difficile d'avoir une autre forme d'activité. Alors après, on peut quand même orienter et soutenir ça, mais de toute manière, on a besoin de cette mixité fonctionnelle. Après, il y a des certaines fonctions qu'on pourra jamais avoir au milieu de l'habitat. Et dont on a quand même pourtant besoin. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités artisanales, de services qui ont du mal à rester en ville. Hein. C'est un problème. Voilà. Mais je pense qu'on est revenu peut-être de ce côté très univoque sur les fonctions, sur les usages. Bon, mais je sais pas, j'ai pas le sentiment que ce soit un énorme problème. Peut-être pas sur Angers, mais... Ouais, alors moi je raisonne avec l'exemple angevin, c'est vrai. Après, la question du renouvellement urbain plus généralement, c'est vraiment le problème de fond. C'est aussi c'est que c'est des projets plus longs à conduire, plus coûteux, avec beaucoup plus d'obstacles sur la route. Et là-dessus, et pourtant, c'est des projets qui vont être de plus en plus nombreux. Et dans l'activité de promotion, j'imagine que la diminution de la part en extension, qui est beaucoup plus fiable, beaucoup plus prévisible, beaucoup plus stable sur un bilan d'opération dans la durée de l'opération, tout ça, ça va déstabiliser beaucoup, je pense, le modèle économique de la promotion. Donc c'est des questions qu'on se pose beaucoup, de voir, parce que nous, en fait, on a besoin aussi de vous accompagner. De faire en sorte que votre activité puisse se développer, se dérouler le plus sereinement possible. C'est ce qu'on cherche. Et aujourd'hui, on voit que le modèle, vous allez être impacté beaucoup dans votre modèle économique. Et on s'interroge beaucoup sur comment votre modèle va évoluer à l'avenir. Un exemple très récent, il y a beaucoup de ventes en bloc qui se font actuellement, qui se négocient actuellement. Et dans les projets de 2025-2026, on voyait là sur les livraisons, la question qu'on se pose, c'est aujourd'hui, nous, on est très favorable à ce qu'il y ait des ventes en bloc pour sauver des permis délivrés, finalement. C'est un peu ça pour le moment notre position. Mais on voit des nouveaux projets qui émergent avec que de la vente en bloc. Et on s'interroge, on se dit quel est l'avenir du modèle. Donc là, j'aurais envie de retourner la question à la salle ou de dire c'est quoi l'avenir. Vous êtes opérateur aussi sur le marché angevin. Ah oui, on est tout petit opérateur, donc la vente en bloc, ça nous concerne pas du tout. Je sais pas, tu dis qu'il y en a quelqu'un beaucoup en ce moment réagir, sur le territoire. J'en ai pas, je sais pas lesquels. Je connais pas. Je voudrais revenir sur la mixité fonctionnelle. Je pense qu'il y a des endroits qui peuvent l'accueillir, d'autres pas. Le carré d'Orgemont, je ne vois pas qu'au cœur du carré d'Orgemont on fasse du logement, vraiment absolument pas. Saint-Serge, grâce à sa proximité avec le centre-ville, devrait pouvoir accueillir d'autres logements que les résidences étudiantes. Ça permettrait, mais il ne faut pas en faire que sporadiquement, il en faut un minimum pour faire vivre les quelques commerces de bouche ou autres qui pourraient naître là-bas. Voilà, c'est juste c'est un quartier parmi d'autres qui pourrait vraiment voir de manière plus poussée la mixité fonctionnelle, je pense. Mais dans cette trajectoire justement de mixité fonctionnelle, l'axe emploi et logement. En tout cas, au niveau de la mixité fonctionnelle, moi, il me semble qu'il y a quelque chose de très important, c'est de faire attention à la façon dont le commerce, les activités évoluent. Il y a quand même des révolutions en cours sur la manière d'acheter, enfin, sur le commerce par Internet qui ont des influences énormissimes. Et je ne sais pas si on en prend suffisamment la mesure. Et je pense qu'il
là, sur cette partie-là, il faut être vraiment souple, en fait. C'est-à-dire qu'il faut peut-être laisser, d'ailleurs, les promoteurs ici dans la salle, se faire leur propre opinion et de décider si on doit avoir uniquement des commerces en rez-de-chaussée ou pas, et partout. Enfin, je cite des exemples un peu au hasard, ou pas. Et je pense que c'est important de laisser un petit peu de liberté parce qu'il faut prendre en compte tous ces changements et qui peuvent être pénalisés si on est trop rigide dans les réglementations urbaines. Non, mais je suis d'accord, il faut qu'on fasse attention à ça. Sur Saint-Serge, effectivement, c'est une zone sur laquelle aujourd'hui il y a plutôt des bâtiments d'activité, qui est en train de muter de manière un peu sporadique, enfin de manière à bas bruit en pur commerce. Et on a déplafonné dans le PLU la possibilité de s'élever pour pouvoir justement mixer de l'activité en rez-de-chaussée, des bureaux dans les étages. Et on s'est posé la question d'introduire de l'habitat aussi sur ce secteur-là. Pour le moment, on est plutôt réservé. Je parle de la partie vraiment entre la Maine et le Mine. Hein. On est plutôt prudent là-dessus, mais voilà, on sait que c'est un secteur sur lequel on peut peut-être envisager des choses assez innovantes en matière de mixité. Et la réversibilité, logement, bureau, logement, en termes d'accessibilité économique, quelle est votre opinion dessus ? Je pense que la réversibilité sur le principe c'est super. Après, je sais que ça se traduit souvent par des surcoûts. Donc voilà, après il faut trouver le chemin. Mais par exemple sur Saint-Serge, on demande que les rez-de-chaussée soient avec des hauteurs sous plafond de plutôt, je crois, 8 mètres ou 4 mètres. Ça me paraît pas assez 4 mètres. Hein. Mais vous parliez d'injonctions contradictoires tout à l'heure, mais justement, est-ce qu'on a les moyens techniques et financiers de répondre aux objectifs qui sont se fixer aujourd'hui ? Ça dépend, mais pas toujours. C'est sûr. Donc mais c'est un peu ce que disait Guillaume Rousseau, c'est-à-dire que ça dépend des endroits, ça dépend des projets, et dans un bilan, il faut aussi qu'il y ait des moyens de financer ces coûts, ces surcoûts. Donc parfois c'est à ça que l'habitat sert. Il faut penser à l'utilisateur final immédiat. Et essayer d'anticiper l'utilisateur dans 10 ans et dans 15 ans. Alors la réversibilité bureau vers logement, oui, ça apporte des surcoûts, c'est certain. Alors il faut peut-être en fait, faut le construire sans qu'il y ait des choses rédhibitoires pour basculer. Il ne faut pas construire en se disant on va dans 10 ans le passer en logement, parce que finalement il y a peu de chances que ça passe en logement. Mais c'est au cas où, faut qu'on n'ait pas quelque chose de rédhibitoire qui impose de tout casser. C'est essayer de penser à ça. C'est pour ça que Régis évoquait tout à l'heure peut-être des processus d'industrialisation qui permettent d'être plus souples justement dans l'acte de construire. Alors là, c'était plutôt, moi, en ce qui concerne le coût, c'était plutôt les coûts de construction qui se sont quand même envolés. Hein. Il n'y a pas que les histoires de taux d'intérêt qui ont bloqué la capacité aux gens d'investir. On voit bien que les coûts ont aussi beaucoup augmenté. Et c'était plutôt dans le cadre de cette RE 2020 d'essayer d'être un peu plus imaginatif et de trouver des nouvelles façons de construire, où je le répète, d'accepter peut-être un petit peu plus de massification et un petit peu plus d'industrialisation, ce qui est aussi, compte tenu du nombre d'acteurs et de gens qui veulent avoir leur avis sur tout, c'est quand même extrêmement compliqué. Et c'est peut-être là qu'on devrait travailler sur cette simplification. Oui, en plus du coup, l'industrialisation, ça peut avoir un effet positif sur le bilan carbone de la production. Bien sûr. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'appels du pied cette fois de nos invités vers le public, ce qui est assez rare. Peut-être que vous avez des questions à leur poser. C'est le moment. Des questions, on en a forcément. Il y en a toujours une, la première, qui est la plus difficile. Après, ça déroule. Mathieu a une question. Non, pour répondre à M. Branco, on peut peut-être réévoquer la question du LLI et la tension locative. Une vente en bloc, c'est aussi le LLI fait partie des ventes en bloc. On peut peut-être que c'est à ça que je pensais. Régis peut peut-être parler un petit peu de la tension locative sur le marché angevin. Guillaume, pardon, excuse-moi. La tension locative sur le marché angevin, oui, je pense qu'on a une étude qu'on a du mal à lire, et voilà, mais tout le monde est d'accord sur ce point. On a une tension sur le marché locatif qui est dingue, un taux de vacances qui est réduit à rien du tout, et qui n'est
pas suffisant pour absorber le flux, les allées et venues. Nous, on a un gros service en gestion locative. Maintenant, on travaille toute l'année. En fait, les étudiants, leurs parents prennent signe des baux avant même les résultats du bac. Alors, sans doute pour les meilleurs élèves, mais dès le 15 mai, on a beaucoup d'appels, et au 10 juillet, c'est fini, alors qu'il y a 7-8 ans, on faisait des visites, on faisait des baux jusqu'au mois de septembre, et c'est vrai chez nous et dans toutes les autres agences. Donc on n'a pas besoin d'avoir de grandes études pour être sûr qu'il y a une énorme tension sur le marché locatif, et que ça soit pour les étudiants ou pour les familles. Bon, je pense que les étudiants ont pris une partie des logements dédiés aux familles. Il y a de plus en plus de colocs. Et alors attention, est-ce que c'est de la coloc volontaire par choix ou de la coloc forcée? Ça, je sais pas. C'est peut-être des études qu'il faudrait mener, savoir vraiment si. Bon, il n'y a pas besoin d'études, je crois. Non, mais C'est plutôt subi, quoi. c'est subi, oui. Tu penses aussi que c'est subi. Moi aussi, il y a une mode. Il y a des gens qui veulent vivre en coloc, comme les séries et la télé. Mais je pense que ça, c'est marginal aussi. Donc. Pour compléter la réflexion de Mathieu, c'est l'alimentation du marché pour répondre aux besoins, encore une fois, de la croissance des ménages. On voit, les étudiants sont développés, alors peut-être que ces colloques sont effectivement subis dans la mesure où le premier sujet, c'est la question économique, et ne trouvant pas de logement étudiant à bon prix, cette logique de colocation se développe. Mais il y a aussi une question d'alimentation du marché, on l'a vu sur les cours, je rappelais des évolutions. Angers a été particulièrement impacté par cette évolution, aller-retour, mais demain, encore plus en 2025, l'alimentation du marché en logement locatif intermédiaire ou en tout cas privé ne va plus se faire aussi facilement qu'elle s'est faite ces dernières années. Donc la question, c'est bien effectivement de se dire, à un moment donné, comment on organise finalement la capacité à répondre aux besoins de parcours résidentiel des habitants du territoire avec une offre de logement. Je parlais tout à l'heure des zinzins, investisseurs institutionnels qu'on ne voit plus dans les territoires, en France métropolitaine, en dehors de peut-être Paris encore, parce que les investisseurs institutionnels ne trouvent pas leur compte, sans mauvais jeu de mots, dans le logement. Ils le trouvent peut-être plus dans le bureau. Donc demain matin, comment on fait pour retrouver cela? Le LLI peut être a priori une bonne réponse, puisque on retrouve les mêmes critères de loyer et de revenus que ce que l'on pouvait avoir dans un outil qui était finalement pas si idiot que ça, même s'il disparaît en fin d'année. Donc voilà, c'est cette question-là, comment on apporte finalement une pierre à l'ensemble du spectre, logement social, logement intermédiaire, logement libre, accession abordable, accession libre. Le LLI, est-ce que c'est un bon outil? On peut peut-être se poser la question, et comment on le met en œuvre? C'est ça. En fait, moi, j'y vois ça plutôt sur Angers, on voit ça plutôt d'un bon œil, puisque c'est un marché sur lequel il y a une tension locative, certainement. 2, on voit bien que les investisseurs sont plus au rendez-vous. Donc, on va avoir une chute dans la production de logements locatifs qui sortaient à des prix qui étaient intermédiaires entre le logement social et le logement ancien. Bon, dans un marché où les prix du logement, les loyers du logement ancien sont envolés, donc on est nous très favorable à ce que finalement on a trouvé que c'était on est beaucoup plus favorable à cette solution pour sauver des projets déjà que du tout locatif social. Premièrement, parce qu'on est un territoire sur lequel on est déjà plutôt bien doté en locatif social, même si il y a quand même un problème, une tension pour l'accès au logement social, mais cette tension, elle est alimentée aussi par des gens qui aujourd'hui soit ne quittent pas le logement social pour aller dans le libre, dans le privé, soit ne peuvent pas aller dans le privé à cause des niveaux de loyer dans l'ancien, et qui du coup se rabattent sur le logement social. Mais comme la priorisation de l'accès des attributions de logement flèche prioritairement sur des publics fragiles de manière très majoritaire, eh bien vous avez toute une catégorie de la population qui est évincée finalement de l'accès au marché locatif. Donc sur le principe, on est très favorable à ce que se développe de manière peut-être plus pérenne une part de marché pour les investisseurs institutionnels pour faire du logement
avec des loyers qui soient pas ceux du logement social, mais pas ceux du marché libre. Donc ça, on y est favorable. Après, comme vous le disiez, la question qu'on se pose, c'est quelle est la bonne part, comment ça rentre dans les bilans des opérations, parce que derrière, on vient nous voir en disant, en SDAC, il faut faire des prix spéciaux, voyez, et donc derrière, on nous demande de faire porter finalement ça sur le déficit des opérations d'aménagement. Donc on essaye de comprendre ce nouveau modèle, comment il va se profiler et comment on peut le faire émerger et qu'il prenne rapidement le relais. Parce qu'on voit bien que de toute manière ça va durer ce problème enfin certainement je pense que ça va encore, voilà. Donc c'est ça qui est intéressant de regarder. En tout cas on a les chakras ouverts. Et après, l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, ça repose exclusivement sur des bailleurs sociaux, finalement. Les fameux zinzins, là, c'est eux, non ? Par défaut, c'est voilà. eux, mais ils pourraient être plus nombreux. Après, je pense que c'est intéressant pour eux aussi. Enfin, je ne sais pas si c'est intéressant pour eux. Intuitivement, j'ai tendance à penser que oui. Nous, ça nous intéresse aussi qu'ils jouent ce rôle-là parce que parmi eux, il y a c'est des acteurs qui sont bien implantés sur le territoire. Mais voilà, ça veut dire que le marché, il va s'organiser un peu différemment et ça va être intéressant, quoi. Peut-être que. Alors si vous parlez d'Action Logement, ouais. En tout cas, le lien emploi-logement, c'est la raison d'être d'Action Logement. On essaie d'être au maximum aux côtés effectivement des bailleurs sociaux, de tous les bailleurs sociaux, parce qu'il y a une espèce de petite polémique qui est en bruit de fond actuellement, mais ça aide aussi effectivement. Enfin, en gros, le plan des 30 000 logements a été quand même là pour aussi soutenir et essayer de faire en sorte que les opérations de certains promoteurs puissent sortir. Et si ça veut être du logement LLI, c'est sûr que c'est une très très bonne solution à l'arrivée. Mais oui, Action Logement est quand même là pour essayer de faire au mieux et à distribuer quand même globalement sur l'agglo Angevine en 2023 plus de 7 millions d'euros à tous les bailleurs sociaux de Angelo Habitat, Soclova et à la filiale d'Action Logement Podélia. Enfin, on essaye d'être le plus juste possible à partir du moment où ces bailleurs produisent. Il faut produire, quoi. C'est la base de tout. Une question, un complément peut-être, non ? Alors je regarde personne dans le public. Hein. Juste pour vous dire, effectivement, en complément à ce que disait Roch, il faut savoir qu'aujourd'hui, le bailleur social, moi je suis directeur général de Podélia, pour ceux que je ne connais pas, mais en gros, on ne peut pas mettre des fonds issus des loyers pour faire du LLI, parce qu'il y a un système européen du siège et hors siège. Donc ça veut dire qu'en gros, le modèle du LLI, c'est un prêt in fine, c'est-à-dire qu'en gros, c'est le loyer qui va être sur un niveau intermédiaire et l'équilibre de l'opération se fait à la revente du bien en fonction CDC ou d'autres, 10, 15 ou 20 ans. Donc ça veut dire que le bailleur fait un pari qu'à la fin de son opération, il va revendre son logement et c'est ce qui fait que l'opération ne sera pas déséquilibrée. Vous imaginez bien que comme c'est une partie de son activité, il ne va pas mettre tous ses billes dans le logement intermédiaire. Donc ça veut dire qu'il va en priorité continuer à faire son métier pour toucher des loyers, pour toucher de l'argent. Enfin voilà, nous on a fait 221 millions d'investissements l'an dernier pour soutenir les opérations, mais avec le but de sortir des opérations locatives sociales. Je dis ça parce que dans le cadre de la ZAN, on a nos amis promoteurs qui sont dans des situations compliquées, qui vont signer des compromis, qui vont voir le propriétaire foncier qui se dit j'ai gagné au loto, qui vont voir le maire en disant c'est bon, je vends en bloc, en LLI, un bailleur. Enfin, on ne va pas rentrer dans ce modèle-là. Enfin, je parle pour Podélia. Donc ça veut dire que ça peut être qu'accessoire. Nous, sur les 1032 logements de l'année, on en a fait 185 en LLI, donc 10%. Mais en tout cas, c'est pas la solution pérenne. Par contre, ça fera de la péréquation. Moi, je suis arrivé à Angers en 2018. On me disait, oh là là, surtout pas de PLS parce que le loyer est trop cher, parce qu'on n'a pas les clients, etc. Bon, voilà, aujourd'hui, on fait du PLS sans aucun problème. On en met dans toutes les opérations pour les équilibrer, mais parce que ça correspond aussi à une attente. Le taux de rotation des bailleurs est en gros à 8,5%.
Donc ça veut dire que là aussi, on doit redévelopper des parcours résidentiels à travers la vente avec des prix inférieurs et pour générer des fonds propres. Parce qu'aujourd'hui, moi, mon résultat courant, c'est moins 4 millions d'euros l'année prochaine dans le prévisionnel. Donc c'est les 15 millions de ventes qui me permettent d'amener les fonds propres pour le développement neuf. Donc voilà, alors c'est temporaire. Moi, j'ai pas de débat sur la solidité de la boîte sur du long terme. Donc le LLI, c'est que temporaire. C'est un système de péréquation. Donc on fera du LLI pour pouvoir sortir du locatif social, mais c'est bien cette mixité qu'on veut. Et puis on parlait de mixité fonctionnelle, il y a aussi le bien vivre ensemble. C'est-à-dire que voilà, des résidences, on est syndic de copro, et il y en a dans la salle aussi. Globalement, on sait bien que des résidences que de riches, ça marche pas, que de pauvres, ça marche pas, et l'orientation de la ville, dans ce qui a été dit, c'est aussi de trouver cette mixité. Donc on le fait pour le bien vivre, et on le fait aussi pour une matrice économique. Donc le LLI restera accessoire. Je pense qu'on continuera à le développer, mais en tout cas, ça va pas être le modèle et ça va pas être le moyen de continuer à acheter des terrains très chers. L'animateur n'ayant plus de micro, je vais laisser à Bertrand. Merci. Non. Est-ce qu'il y a une autre question peut-être? Non, on n'a plus le droit. Si, une dernière. Je sais que vous êtes très attentif à la troisième partie du troisième temps. Peut-être. Oui, si on peut revenir sur ce que vous venez de dire, effectivement, le LLI, c'est une bonne solution, mais c'est une parmi tant d'autres. Exactement, je suis complètement d'accord. Donc, il y a d'autres solutions qui nous sont proposées, alors qui m'inquiètent un peu, c'est le bail réel solidaire. Après étude, on voit que les gens qui voudraient en sortir, ils en ressortiraient, on leur garantit un prix de revente qui est indexé. Je ne suis pas certain, mais a priori sur l'IRL. Mais si on prend l'IRL depuis 7 ans, il a fait plus 25%. Le marché a fait plus 75% à Angers. Donc, accident de la vie, séparation, etc. En fait, le gars qui aura investi là-dedans, le couple qui aura investi là-dedans, il va ressortir, il ne sera pas du tout protégé de la hausse du marché. Et donc ça, c'est vraiment attention. Tous ceux qui iront au bout, il n'y aura pas de problème. Mais ceux qui ont besoin de sortir au milieu, ça sera problématique. Et le changement fait partie aussi de la vie. Et le changement fait partie de la vie, et d'autant qu'on sait qu'a priori, c'est 7 ans la moyenne dans un même logement. Non, mais je veux bien réagir là-dessus parce qu'en effet, on se lance du côté d'ALM d'Angers Métropole sur le sujet. Alors, on y va de manière déterminée mais prudente. Non, je précise. Non, je précise. D'abord, juste une remarque par rapport. Ça dépend à quoi tu compares la situation du couple qui a investi. Est-ce que tu la compares à quelqu'un qui serait resté locataire toute sa vie, ou est-ce que tu la compares à quelqu'un qui aurait acheté? Pas la même chose. Non, mais c'est parce qu'en réalité, la question qui se pose aujourd'hui quand on regarde l'ensemble de notre population, c'est est-ce qu'il y a une partie de la population qui aujourd'hui ne peut pas acquérir? Et si cette partie de la population, est-ce que, là encore, tu disais que le LLI c'était un outil parmi d'autres, le BRS ça ne peut être qu'un outil parmi d'autres, est-ce que cet outil permet à une partie de gens qui n'auraient pas pu acquérir, vont finalement, là où ils auraient mis 100% de leur capacité d'épargne dans un loyer, demain ils en mettraient peut-être que 50% et 50% dans un capital qui ne permettra peut-être pas en effet, et sans doute pas in fine, si le marché est à 2 fois plus que l'indice en question, de sortir et de réinvestir dans une acquisition. Mais voilà, donc en tout cas c'est comme ça que nous on l'envisage, et non pas du tout comme certains territoires qui aujourd'hui disent plus de PSLA, 100% BRS, c'est pas notre position. De la même manière, on n'a pas fait on fait pas un OFS communautaire en disant à tout le monde personne ne fait de BRS sur le territoire sauf si c'est avec l'OFS d'Angers Métropole. On demande à nos opérateurs qui sont sous le contrôle actionnarial de la collectivité de monter un OFS pour faire des opérations BRS, mais sur le territoire, on sera accueillant avec on accueillera, et il y a d'autres bailleurs notamment ou d'autres opérateurs qui ont créé ou qui sont en train de créer des OFS et qui interviendront sur le territoire. Et de ce point de vue-là, du coup, c'est pour ça que je dis on est déterminé. On veut sortir des opérations en BRS,
Voilà. Donc ça, on est déterminé, mais prudent. On ne veut pas en faire une sorte de nouveau modèle avant même de savoir comment ça marche. Parce que les territoires qui le font, de ce que je comprends, ils n'ont pas encore un énorme recul, mais on a une sorte de pression politique pour dire c'est le nouveau Yaka Faucon qui va résoudre tous les problèmes des gens qui n'arrivent plus à accéder à la propriété. Donc il faut tout mettre là-dedans. C'est pas notre projet. Pas de dogmatisme, mais plutôt une diversité de réflexion. Voilà, comme d'hab, quoi. Ça sera peut-être le mot de la fin, comme d'hab. Exactement. Merci. Je voudrais quand même, parce qu'on parle de solutions techniques pour contourner le problème. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'offre. Pourquoi on n'a pas d'offre? Parce que on ne peut pas la vendre. On ne peut pas la vendre aux institutionnels. On ne peut pas la vendre à l'investisseur privé. Donc, parce que c'est trop cher. C'est trop cher parce qu'on a eu des coûts de construction qui ont augmenté, des normes qui nous ont enchéri le coût de la construction. Et pour faire baisser tout ça, il faut libérer du foncier ou être un peu plus permissif. Et là où je suis d'accord quasiment avec tout, Roch, de tout ce que tu as dit, sauf que l'acceptabilité, elle est très compliquée selon toi. Moi, je pense, en tout cas, il faudrait demander aux autres promoteurs qui rencontrent les riverains, ce sont des minorités à chaque fois qui sont très bruyantes. Alors, je simplifie peut-être un peu les choses, mais je crois que ce sont vraiment des minorités et qu'il faut avoir un discours de pédagogie plus poussé pour qu'on puisse densifier un petit peu plus la ville. Tu sais très bien qu'on n'est pas des super densificateurs, mais voilà. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine conférence. Ouais, la pédagogie, l'acceptabilité. Non, mais c'est... Oui, pardon, je ne sais pas pour prolonger les débats, mais c'est intéressant. Je dirais simplement, je pense qu'à Angers, on est plutôt pragmatique et on arrive à avancer. Il y a des territoires qui sont plutôt dogmatiques et qui sont plutôt beaucoup plus promoteurs, a priori, d'un discours. Faut densifier, les bourgeois qui veulent garder leur cadre de vie nous emmerdent, et pourtant c'est pas là-bas que ça avance le plus vite. Donc je dirais que on est à l'écoute, nous, c'est vrai, mais on le fait pour pouvoir emmener la majorité dans la bonne direction et éviter que la majorité se range derrière les minoritaires. C'est un peu ça notre posture. On doit encore s'améliorer. Enfin, c'est jamais gagné, mais c'est notre approche. Bon, justement, le mot de la fin, parce qu'on ne va pas alimenter le débat contradictoire plus longtemps, malheureusement, parce qu'on aimerait bien. Mais... Ah bah oui, on va un petit mot à Régis. Dernier mot. Non, moi je veux juste, quand même, ces chiffres m'ont un peu alarmé, quoi. C'est-à-dire que déjà, là, on se projette un petit peu, on voit qu'on est tous suffisamment imaginatifs et pragmatiques pour essayer de trouver des solutions. Mais en tout cas, à court terme, je pense qu'on a vécu des années plutôt sympathiques, hein, on ne va pas se voiler la face, 2021, 2022, même 2023. Mais on s'apprête quand même à prendre dans la figure, et là je prends peut-être un peu ma casquette anciennement de membre de la Fédération du bâtiment, une baisse d'activité énormissime, et il faudra quand même bien avoir encore quelques entreprises debout pour construire, quelques promoteurs aussi pour faire les projets, et c'est ça que j'aimerais que tout le monde prenne conscience. Là, je parle au niveau de l'État, où j'ai l'impression qu'on risque de se réveiller un petit peu tard. Donc, c'était juste ça que je voulais quand même préciser. J'espère qu'ils regarderont la conférence en ligne sur... Oui, merci. Merci à tous les trois. Juste pour vous proposer un tout petit point positif, je vous propose de lire un article qui s'appelle « Pourquoi l'état du monde nous déprime autant alors que la vie n'a jamais été aussi belle ?» Donc vous retrouverez, c'est un article dans Le Point, avec ces 7 lois du pessimisme. Le philosophe des sciences Martin Boudry explique qu'il nous pousse à croire que tout va mal, même si, et surtout, la réalité démontre le contraire. Voilà, je vous laisse aller profiter de ce moment de convivial. Merci de votre attention. Merci.